Bonsoir et bienvenue sur Athénée Noctua, votre podcast de philosophie du vendredi soir pour philosopher un peu à l'heure bleue. J'aborde ce soir le thème des classes préparatoires scientifiques faire croire. Nous continuons notre lecture de Vérité et politique, le chapitre d'Hannah Arendt dans la crise de la culture, et j'aborderai aujourd'hui la partie 4 de Vérité et politique. Dans cette partie 4, il est question de l'opposition entre la vérité de fait et le mensonge. En effet, d'après Arendt, une vérité de fait, par exemple l'invasion de la Belgique par l'Allemagne en 1939, est une vérité que l'on ne peut pas remettre en question sans mentir, raison pour laquelle ce qui s'oppose à une vérité de fait, c'est un mensonge et un mensonge délibéré. C'est ce qu'on appelle vulgairement le négationnisme. Au début du chapitre 4, Hannah Arendt oppose la notion de vérité de fait à des antonymes possibles. On pourrait opposer par exemple vérité et erreur, ou vérité et illusion, ou encore vérité et opinion. Dans ces trois cas, on sent que la vérité nous échappe malgré tous nos efforts. Se tromper, être dans l'erreur, n'est pas une démarche volontaire. Se maintenir dans l'illusion non plus. Même si cela peut être confortable, on choisit rarement de vivre dans l'illusion. Ou de confondre vérité et opinion. Cela se fait par-devers nous. En revanche, elle oppose aussi au concept de vérité de fait le concept de mensonge, qu'elle appelle également fausseté délibérée. La fausseté délibérée, on l'entend bien, n'est pas subie par le sujet, il la veut. Mentir est une démarche volontaire, au contraire de l'erreur ou de l'illusion qui sont involontaires. Donc lorsque l'on est face à une vérité de fait et qu'on la conteste, c'est en mentant qu'on la conteste. C'est en la niant. Or tout le ressort de l'analyse d'Arendt va être de montrer que dans certains régimes politiques, c'est le cas notamment dans les régimes totalitaires, on ment, on nie des faits et on les fait passer, ces mensonges, pour de simples opinions, ce qui est une manière insidieuse de transformer une démarche volontaire de tromperie, le mensonge, en une démarche d'erreur involontaire, l'opinion. Je cite Arendt, « Cela est fréquemment pratiqué par des groupes subversifs, et dans un public politiquement immature, la confusion qui en résulte peut être considérable. L'estompement de la ligne de démarcation qui sépare la vérité de fait et l'opinion appartient aux nombreuses formes que le mensonge peut prendre et dont toutes sont des formes d'action. » Alors si la notion de public politiquement immature n'est pas forcément très claire, on peut imaginer en tout cas un public qui ne voit pas bien la différence entre le mensonge et l'opinion, et donc va spontanément les confondre sous l'influence de ces fameux groupes subversifs dont Arendt parle ici. Mentir en politique, c'est donc d'abord flouter, estomper cette ligne de démarcation qui doit persister entre une vérité de fait, ce qui a eu lieu et que l'on ne peut nier, et une vulgaire opinion. Arendt prend l'exemple de l'invasion de la Belgique au mois d'août 1914, au début de la Première Guerre mondiale. C'est un fait et non une opinion. Affirmer que cet événement n'a pas eu lieu, ça n'est pas une opinion, c'est un mensonge. Or le problème du mensonge, ce qui est suggéré par la fin de citation, c'est que c'est un mode d'action, une forme d'action, dit Arendt. Autrement dit, un mensonge, ça agit, ça peut changer l'histoire. Un menteur peut prétendre défendre son opinion, ce qui est son droit. Il tente, on l'a vu, d'estomper de ce fait la démarcation séparant la vérité de fait et l'opinion. Mais ce qui est grave, c'est que son choix, cette manière d'estomper le réel, agit sur le réel lui-même, modifie l'histoire. Arendt distingue le philosophe et le politique. En effet, le politique est un menteur, car le politique, c'est celui qui veut ce qui n'est pas encore. Il veut changer le monde. Donc, il est menteur par nature. Je vous renvoie à l'analyse que j'avais faite dans le texte du mensonge en politique, de cette idée que parce que nous voulons changer le monde, c'est-à-dire nier ce qui est pour le transformer en ce qui n'est pas encore, eh bien il faut sans doute imaginer ce qui n'est pas, et cet imaginaire de ce qui n'est pas, cela s'appelle aussi le mensonge.
Le menteur n'a donc aucun mal à réussir en politique. Ça n'est pas le cas du philosophe. Le philosophe recherche la vérité. Que cette vérité soit plutôt sur le versant scientifique, ce qu'on peut appeler les vérités rationnelles, ou que ce soit des vérités de fait, celles qui intéressent par exemple un historien. Dans les deux cas, ces deux hommes recherchent bien la vérité, raison pour laquelle elle les appelle les 10 heures de vérité. Or, chercher et dire la vérité, c'est avoir des valeurs en soi, notamment des valeurs d'impartialité, d'intégrité, d'indépendance. Comment peut-on garder de telles valeurs si l'on fait de la politique ? La politique nous demande d'être partial, de choisir un parti, de convaincre ou de persuader ceux qui vont nous élire, ce qui remet en cause l'idéal du sage indépendant. C'est aussi parfois le lieu d'une forme de corruption, d'où la difficulté à persister dans son intégrité. Pour le dire simplement, un philosophe qui ferait de la politique y perdrait tout ce qu'il a de plus cher, toutes ses vertus. Si un philosophe, un diseur de vérité, désire obtenir un rôle politique, eh bien il va devoir expliquer pourquoi la vérité sert l'intérêt d'un groupe. Or si une vérité sert un intérêt, on peut mettre en cause la bonne foi de celui qui la prononce. Et le philosophe risque d'éveiller le soupçon. Le menteur n'a pas ce problème. Je cite, « Il n'a pas besoin de ces accommodements douteux pour apparaître sur la scène politique. » En effet, un menteur est un acteur, nous l'avons dit, un acteur par nature, car il dit ce qui n'est pas. Et pourquoi dit-il ce qui n'est pas ? Parce qu'il veut que les choses soient différentes de ce qu'elles sont. En clair, il veut changer le monde. Ainsi, la capacité de mentir confirme la liberté humaine. Elle offre la possibilité de changer le monde, de changer les circonstances, de montrer combien les individus sont relativement libres vis-à-vis d'elle. Alors il est vrai que Arendt nuance le propos. Nous pouvons être libres sans mentir, par exemple en produisant ce qui n'est pas, mais non en falsifiant ce qui est. Il y a donc dans le mensonge une dénaturation de la liberté, dit-elle. Elle écrit que nous puissions changer les circonstances dans lesquelles nous vivons est dû au fait que nous sommes relativement libres par rapport à elles. Et c'est cette liberté qui est mésutilisée et dénaturée par le mensonge. La question qui peut se poser est la suivante. A-t-on nécessairement besoin de mentir pour changer le monde ? Pour ce qui concerne le philosophe ne fait que narrer, expliquer, analyser ce qui est. De ce point de vue, il est inactif. Et au lieu de se révolter contre ce qui est et de vouloir le modifier, le philosophe est plutôt celui qui dit oui à ce qui est, qui consent stoïquement à l'existence de ce qui est. Je cite encore Arendt. « La simple narration des faits ne mène à aucune sorte d'action. Elle tend même, dans des circonstances normales, à l'acceptation des choses telles qu'elles sont. » Alors la question qu'on pourrait poser, elle est assez simple. N'y a-t-il d'alternative qu'entre l'action soutenue par le mensonge ou l'inaction, la passivité, soutenue par le goût de la vérité ? Arendt propose une voie médiane qui est tout à fait intéressante dans le contexte d'analyse des totalitarismes, puisqu'elle écrit « Où tout le monde ment sur tout ce qui est important, le diseur de vérité, qu'il le sache ou non, a commencé d'agir. » Donc, vous le voyez, dans un contexte où tout le monde ment, par exemple dans un régime totalitaire où la propagande invente des vérités, réécrit l'histoire, manipule les consciences, dans ce contexte donc, le philosophe qui dit la vérité est devenu acteur, qu'il le sache ou non. Il y a en lui un pouvoir d'action dans ce contexte précis. Le monde contemporain est marqué par un phénomène de manipulation de masse, ce qui est bien différent de l'usage traditionnel du mensonge en politique. Autrefois, lorsqu'on usait du mensonge en politique, c'était pour des secrets par exemple, pour la raison d'État, pour des raisons de stratégie. Et la masse n'avait pas accès au contenu de ces mensonges politiques. Or de nos jours, le mensonge politique s'occupe de choses qui sont pratiquement connues de tout le monde, réécrit l'histoire et nie des réalités, alors même que les témoins sont encore vivants. Cette histoire est réécrite sous les yeux des témoins des faits.
Des images, dès lors, se substituent littéralement à la réalité, notamment à l'aide de techniques modernes, celles des mass médias, pensez par exemple à l'organe la Pravda, organe qui veut dire la vérité en URSS, et qui permet au mensonge de sembler plus vrai encore que l'original. Le mensonge organisé tend toujours à détruire tout ce qu'il a décidé de nier. Et les régimes totalitaires vont très loin, puisqu'ils en arrivent même à assassiner les quelques témoins des faits qui pourraient éventuellement contester leur démarche négationniste. Arendt écrit « Nous devons maintenant tourner notre attention vers le phénomène relativement récent de la manipulation de masse, du fait de l'opinion tel qu'il est devenu évident dans la réécriture de l'histoire, dans la fabrication d'images et dans la politique des gouvernements. » Elle poursuit un peu plus loin. Les mensonges politiques modernes traitent efficacement de choses qui ne sont aucunement des secrets, mais sont connus de pratiquement tout le monde. Ce discours d'Arendt ne vaut pas seulement pour les gouvernements totalitaires, car tous les gouvernements, et on l'a vu à propos des Pentagon Papers, sont dans cette fabrication d'une image qui manipule les foules. En revanche, seuls les régimes totalitaires sont allés jusqu'à commettre le meurtre pour aller au bout de leur démarche, comme je vous le suggérais tout à l'heure, et voici ce qu'elle écrit à ce sujet. Le mensonge organisé tend toujours à détruire tout ce qu'il a décidé de nier, bien que seuls les gouvernements totalitaires aient consciemment adopté le mensonge comme premier pas vers le meurtre. Quand Trotsky a appris qu'il n'avait jamais joué un rôle dans la révolution russe, il a dû savoir que son arrêt de mort avait été signé. Ainsi, un homme qui se trompe, un homme qui a une mauvaise opinion, n'est pas un homme dangereux. Mais un menteur qui systématise l'art du mensonge et l'impose à toute la société est devenu particulièrement violent et dangereux pour sa société. Car il sera prêt à tout pour que persiste le mensonge qu'il a lui-même élaboré. On reconnaît là les ressorts de la pathologie que constitue la mythomanie. L'individu mythomane est prêt à tuer père et mère, sa famille entière, pour ne pas détruire l'illusion qu'il s'est lui-même fabriquée. Car le propos de Arendt se conclut sur cette idée que le menteur systématique en arrive à croire à son propre mensonge. Certes, et nous l'avions dit en introduction, un menteur de sang-froid connaît la distinction entre le vrai et le faux et cache la vérité. Mais plus son mensonge est structuré et devient envahissant, plus il est difficile d'y renoncer et de ne pas y croire soi-même. Autrement dit, l'art moderne de la tromperie, c'est surtout l'art de se tromper soi-même. Si bien que la confusion que nous avions notée entre l'opinion et le mensonge, qui ne devait manipuler que des citoyens immatures d'un point de vue politique, se met à devenir la confusion dans l'esprit même du menteur, qui est pris au piège de son propre mensonge. Cette analyse s'achève, je vous remercie de l'avoir écoutée et de votre fidélité. N'hésitez pas à soutenir cette chaîne si vous aimez le travail que j'y fais. Je vous retrouve très vite pour philosopher un peu à l'heure bleue avec moi.